Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition spéciale du lundi 27 avril. Le point pour commencer sur la situation sanitaire liée au coronavirus. Dans les Yvelines, ce week-end, 3 décès supplémentaires sont survenus, ce qui porte à 401 le nombre de morts dans les hôpitaux du département. Hier dimanche, après 3 journées consécutives de baisse, les hospitalisations sont reparties en légère hausse. Elles s'établissent à 835 sur le territoire. 122 personnes étaient en réanimation. Et puis 1323, c'est le nombre de patients guéris du Covid-19 dans les Yvelines et qui ont pu retourner à leur domicile. Parmi les victimes du Covid-19, on a appris samedi la disparition du docteur Jacques Fribourg, médecin urgentiste, ancien chef des urgences de l'hôpital privé de Trappes, service qu'il avait fondé et où il avait passé une grande partie de sa carrière. Jacques Fribourg était à la retraite depuis septembre dernier, mais officiait comme bénévole au SAMU et à la Croix-Rouge des Yvelines. Une disparition qui a largement ému et fait réagir parmi confrères médecins et élus, notamment Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui se souvient d'un homme bon, connu et reconnu, œuvrant sans relâche au service des Yvelinois. La Croix-Rouge des Yvelines, justement, où Jacques Fribourg exerçait bénévolement comme médecin territorial, est en deuil. Elle arbore d'ailleurs un bandeau noir sur son logo. Enfin, les responsables politiques du département ont également tenu à présenter leurs condoléances, à commencer par le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, qui a exprimé sa grande émotion et sa profonde tristesse. Enfin, condoléances également de Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, qui a tenu à affirmer sa reconnaissance à tous les soignants yvelinois qui paient un lourd tribut dans cette lutte contre le coronavirus. 42e jour de confinement et il sera bientôt question de déconfinement. Comment les maires s'organisent-ils durant cette période, de la gestion des services publics en période d'urgence sanitaire à la préparation de la réouverture des écoles? Témoignage aujourd'hui du maire de Guyancourt, François Morton, entretien mené par Wilfried Richy. Nous sommes avec François Morton à présent. Bonjour à vous. Bonjour. Maire de Guyancourt, nous allons voir comment votre ville gère cette période de confinement. Quels sont les services déjà, les services municipaux qui fonctionnent aujourd'hui et depuis le 17 mars ? Alors depuis le début du confinement, en fait, nous avons fait le choix de conserver une permanence, un accueil physique tous les matins de 9h à 11h pour les situations d'urgence. Et bien évidemment, l'ensemble des habitants peut continuer à contacter les services de la ville au numéro du standard, aux heures d'ouverture habituelles de la ville. Voilà. Mais on a plutôt, en ce sens, un service d'astreinte et effectivement, on adaptera les personnels qui doivent intervenir en fonction des problématiques rencontrées. On note aussi qu'il y a un élan de solidarité partout qui s'est manifesté. C'est le cas aussi pour les Guyancourtoises et les Guyancourtois. Il y a une plateforme que vous avez lancée pour recenser un petit peu tout ça. Alors cette plateforme, elle s'appelle Soyons solidaires. Alors elle est assez simple d'utilisation en fait, c'est-à-dire que elle met en lien les besoins et les réponses à ces besoins. Vous pouvez avoir un certain nombre de besoins du type je ne peux pas imprimer une attestation de sortie par exemple, ou alors j'ai des difficultés à aller faire mes courses. Et de l'autre côté, vous avez des habitants qui se proposent pour effectivement répondre à ces besoins. Et donc cette plateforme met tout simplement les gens en contact. On peut voir aussi que donc, la solidarité s'exprime et via votre site internet, vous avez décidé chaque jour de relayer aussi des personnalités un petit peu qui se démarquent. Oui, c'est vrai que c'est important aussi de mettre du positif en cette période un petit peu morose, j'ai envie de dire. Et donc, c'est important de pouvoir mettre en lumière un certain nombre d'acteurs. Et on va poursuivre ce système parce que c'est vraiment important. Alors, sur la page Facebook aussi, on met du positif. Ce qui est important, c'est par exemple comment rompre cette morosité au travers, vous les connaissez aussi, toutes ces vidéos un peu humoristiques, ou alors comment faire du sport, ou comment effectivement faire de la danse, enfin des choses comme ça que vous pourrez retrouver tout à fait facilement, soit sur le site de la ville, soit sur la page Facebook. Ça, c'est pour tout l'aspect positif et qu'il faut relayer. Sur l'aspect aussi des contraintes, il y a un confinement à faire respecter. La police municipale y veille. Comment le service municipal travaille? Est-ce que ce confinement aussi est globalement respecté? On l'a entendu, il y a toujours des rappels un petit peu qu'il faut faire de temps en temps. Alors, la très grande majorité, je le dis très clairement, la très grande majorité des Guyancourtois respectent parfaitement ce confinement. Et on n'est pas à l'abri de rencontrer une toute petite minorité de personnes, soit qui n'ont pas forcément bien compris les consignes au démarrage, et il était important de les rappeler
au travers de nos canaux de communication, bien évidemment, ou qui ne souhaitent pas, un certain nombre de fois, respecter cette période de confinement. Et là, la police municipale, mais toujours en articulation avec la police nationale, hein, parce que tel est notre projet depuis toujours à Guyancourt, c'est cette articulation avec la police nationale, est amenée bien évidemment à verbaliser, et la police municipale est en permanence dans les rues de la ville. Après 6 semaines, les choses se sont mises en place. Néanmoins, il faut penser au déconfinement aussi, en tout cas au début de déconfinement qui devrait intervenir autour du 11 mai. Aujourd'hui, vous avez des discussions avec les services de l'État. Aujourd'hui, vous réfléchissez sur la réouverture des écoles, la gestion des écoles qui fait partie des prérogatives des maires, justement. Alors, d'une manière plus globale, depuis le début du confinement, j'ai envie de dire, on ne va pas confondre confinement et déconfinement, depuis le début du confinement, je le précise, on a toujours été en relation avec nos acteurs institutionnels traditionnels, que ce soit le préfet, la région Île-de-France, le département, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, bien évidemment. Et c'est grâce d'ailleurs à ce partenariat qui fonctionne plutôt bien que nous avons pu nous procurer un certain nombre de matériels. Je pense notamment aux masques chirurgicaux, par exemple, qui ont été distribués aux professionnels de santé. Le gel hydroalcoolique, nous avons puisé dans nos propres commandes, nos propres réserves pour toujours privilégier ces professionnels de santé. Et puis, effectivement, nous sommes en discussion. Alors, il est temps maintenant de passer à une nouvelle phase, vous l'avez dit, c'est celle de l'anticipation du déconfinement. Je pense qu'il faut arrêter de subir les déclarations les unes après les autres et de s'adapter au fur et à mesure, mais de commencer un travail de fond d'anticipation de ce déconfinement. Donc on suit de près effectivement ce que peut dire le président de la République, le Premier ministre bien entendu, parfois en décalé le ministre de l'Éducation nationale, mais c'est un autre problème. Et effectivement, on est sur cette anticipation du déconfinement. Mais vous voyez bien que la réouverture des écoles, par exemple, entraîne en cascade un certain nombre de réouvertures de services. Quid du périscolaire, par exemple, des accueils de loisirs. Les cantines, les accueils du matin, les accueils du soir, tout cela sera géré par les mairies après. Là, vous êtes en train de voir comment vous organisez pour ça ? Alors, on est obligé de commencer à y réfléchir. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça, et c'est pour ça que nous avons un certain nombre de réunions de travail avec les directeurs de la ville en charge de tous ces secteurs pour voir comment, le moment venu, on va pouvoir mettre en pratique effectivement ces diverses réouvertures, sachant que nous ne sommes pas naïfs et que, comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre, tout ne va pas réouvrir du jour au lendemain d'un seul coup, bien évidemment. Et les cantines pourraient réouvrir, par exemple ? Ce serait faisable ? Ça serait sur quoi ? Sur une base de volontariat aussi, peut-être du personnel ? Alors, depuis le début du confinement, nous accueillons déjà un certain nombre d'enfants qui sont les enfants des professionnels de santé et de sécurité. Nous avons été une des premières communes à tout de suite accueillir d'ailleurs les enfants des professionnels des métiers de la sécurité, car il était important de pouvoir les prendre en charge. Et donc, dans ce cadre, la demi-pension est déjà assurée. Alors, bien évidemment, s'il y a une reprise de l'école, il faut de toute façon songer à une reprise des temps de demi-pension et des temps, j'ai envie de dire, périscolaires, d'une manière plus globale. Il y a la question des masques aussi. Comment se passe la gestion des masques ? Est-ce que vous faites des stocks ? Vous allez en distribuer aussi à vos personnels ? La réponse est oui, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'attendre effectivement une dotation potentielle qui pourrait arriver de l'État. C'est-à-dire que nous devons être responsables et nous avons déjà en ce sens passé des commandes pour des masques chirurgicaux, mais également pour des masques tissus lavables et réutilisables. Il y aura des distributions à la population aussi. Dans certaines communes, ce sera le cas. Est-ce que ce sera le cas à Guyancourt ? Ce sera le cas à Guyancourt, bien évidemment. J'ai envie de dire que pour l'instant, je suis dans l'incapacité, je le dis très clairement, d'annoncer des délais. Je souhaite que tous ces masques, alors les masques chirurgicaux, je suis plutôt confiant sur cette arrivée avant le 11 mai. Sur les masques tissus, je pense qu'on sera à peu près dans la période. Merci beaucoup François Morton, maire de Guyancourt, d'avoir été en ligne avec nous pour faire ce point sur la situation actuellement et puis sur cette réflexion qui plus que s'engage aujourd'hui sur le déconfinement. Merci à vous. Merci à vous. Réfléchir ensemble à des solutions pour lutter et vaincre le Covid-19. Le but du défi Hackathon qui s'est déroulé partout sur le continent à l'initiative de la Commission européenne. L'opération était ouverte à toutes les bonnes volontés. Plus de 15 000 personnes ont ainsi pu collaborer à distance. La région Île-de-France était partenaire du Hackathon en y prenant part également et en coachant certains projets qui ont émergé. Et le bilan est assez positif. Écoutez. Il y a eu 1500 projets, je crois, donc ça foisonne et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle en soi, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'envie
Les projets, ils sont très divers. Il y a un peu de tout. J'ai suivi 6 projets en particulier. Il y a des bonnes idées à la fois pour le court terme, pour le long terme. Il y a un certain nombre de projets qui tournaient autour de comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les phénomènes qui se passent à partir de la donnée, comment le virus se répand, comment est-ce qu'on arrive à avoir les actions les plus efficaces pour lutter contre la propagation du virus. Il y a un certain nombre de projets qui tournaient autour de comment est-ce qu'on va pouvoir réouvrir les lieux de nos activités quotidiennes, que ce soit les commerces dans leur ensemble, les lieux de divertissement, et puis par ailleurs d'autres projets, par exemple sur comment est-ce qu'on va pouvoir petit à petit réouvrir les frontières entre nos pays. Il y a eu pas mal d'initiatives qui seront prometteuses sur des passeports, des certifications, des mesures barrières au niveau des frontières, enfin voilà, beaucoup de créativité encore une fois. Les projets transmis vont être étudiés par la Commission européenne cette semaine, les lauréats connus le 1er mai. Et depuis le 6 avril, une trentaine de jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance passent quelques jours au château de Jambeville, un moyen de mieux supporter le confinement. Au programme des activités nature, tout en respectant bien sûr les règles sanitaires. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Habituellement, le château de Jambeville accueille tout au long de l'année des classes vertes ou encore des séminaires. Fermé en raison de la crise sanitaire, l'établissement a obtenu une dérogation de la préfecture pour ainsi permettre aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance de se mettre au vert. C'était compliqué de pouvoir confiner des enfants qui ont des parcours complexes et du coup ce confinement peut faire écho à leur propre histoire. L'idée ça a été de proposer une petite parenthèse verdoyante, on l'a appelé un peu comme ça, pour des groupes d'enfants de différents établissements. Profiter des espaces verts tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. Chaque semaine, 3 groupes de 10 jeunes des Yvelines et des Hauts-de-Seine sont sur le site mais ne se côtoient pas. Ici, pas de télévision ni de Wi-Fi. Il n'y a pas forcément de journée type. On voit en fonction aussi des besoins des enfants, ce qu'ils ont besoin de faire dans la journée, s'ils ont plus besoin de marcher, de se défouler. Et il y a de quoi faire, pas moins de 52 hectares entourent le château. Les jeunes ils peuvent aller vivre dans le parc sans risque et juste en croisant des animaux, écureuils, faisans et autres bestioles qui sont en train de s'épanouir dans le parc. On a cette sécurité de se dire allez-y, allez faire un tour de vélo, ils savent revenir, donc c'est l'avantage qu'on a de pouvoir les laisser à leurs occupations librement sans qu'on soit sur leur dos. Parmi les activités nature proposées, la découverte des abeilles ou encore la préparation de repas au coin du feu. Celui qui a participé à un séjour précédent a pu revenir avec les histoires, avec ce qu'il avait vécu, avec ce qu'il avait partagé. Et du coup, ils sont impatients en fait. Chaque jour, ils attendent avec impatience de pouvoir partir. Et ils attendent leur date et leur départ. Donc les 7-9 ans ont déjà leur valise de prête depuis 2 jours. Ça se répand en fait à l'intérieur du centre comme étant un lieu agréable, où on passe des bons moments à la fois avec les adultes et à la fois avec les camarades du groupe. Ces séjours d'aération doivent se poursuivre jusqu'au 11 mai. Hier, dimanche 26 avril, c'était la journée du souvenir des victimes de la déportation, une date pour se souvenir et honorer ces 700 000 femmes, hommes et enfants enfermés dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette année, c'était d'ailleurs le 75e anniversaire de la libération des camps de concentration, mais pas de cérémonie hier pour autant en raison des mesures sanitaires et du confinement. On parle de cette date anniversaire avec Viviane Boutier, bonsoir. Bonsoir. Présidente des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation des Yvelines et également avec nous Hervé Fleury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc fils et petit-fils de déportés, vice-président également de l'association des déportés internés et familles des disparus des Yvelines. Une première question à vous, Hervé Fleury. Comment pouvait-on honorer ce jour malgré l'absence de cérémonie? Comment pouvait-on se souvenir de ces femmes, hommes et enfants qui ont été enfermés dans ces camps de concentration? Je crois que le meilleur moyen, c'était de revivre dans nos familles la mémoire de ceux qui ont vécu cette période terrible, cette déportation, soit une déportation raciale, soit une déportation politique, comme ce fut le cas dans ma famille. Donc ressortir les photos, prendre un temps de silence en regardant ces photos, en écoutant le chant des marais, qui est l'hymne des déportés, avoir un temps d'intériorité pour être en lien avec eux et penser à tout ce qu'ils ont fait pour que nous soyons aujourd'hui libres dans notre confinement.
Et Viviane Boussier, alors vos associations respectives ont appelé les maires des communes des Yvelines, malgré cette absence de cérémonie, à tout de même se mobiliser, même de manière symbolique, pour honorer ce jour, c'est ça? Exactement. Il était convenu que dans la mesure où on le pouvait, chaque président de délégation, donc dans chaque département, envoyait une lettre au maire, le rappelant l'importance de cette journée, le rappelant que c'était, comme le dit Monsieur Fleury, le 75e anniversaire, donc ça avait besoin quand même d'être un petit peu mis en valeur, et pour sensibiliser, de faire, selon la façon dont il le voulait, un rappel à leurs administrés, un dépôt de gerbe, un discours, enfin chacun faisant ce qu'il voulait, mais l'idée était comme le dit M. Fleury, de montrer l'importance de cette journée, à la fois comme tous les ans depuis 1954, mais aussi pour l'anniversaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de maires des Yvelines qui vous ont fait un retour positif, qui vous ont assuré de leur engagement sur cette journée? Beaucoup, je ne ferai pas de statistiques, mais il y a eu des retours, oui. Certains disant qu'ils le feraient avec le 8 mai, de façon à jumeler les deux, peut-être pour des questions toutes simples d'administration et de vidéo, ce qui peut se comprendre aussi. Mais il y a eu des retours, y compris, j'ai eu des photos de mairies ayant déposé soit le maire, soit des adjoints, enfin selon le cas, une gerbe au pied du monument aux morts. Ouais. Et peut-être un cas particulier, Hervé Fleury, vous qui êtes élu dans la ville de Versailles, qu'est-ce qui a été fait justement dans cette ville de Versailles pour cette journée? Alors, au monument aux morts de la ville de Versailles, qui est chef-lieu du département, il y a le recueil des cendres de déportés d'une dizaine de camps, et devant cette plaque mémoriale, il a été déposé 2 vasques de fleurs par les services de la ville à la demande du maire, qui lui-même a fait un petit message vidéo et m'a laissé aussi exprimer par un message vidéo l'appel au recueillement pour ce 75e anniversaire de la libération des camps. Et ce 75e anniversaire, Viviane Boussier, devait être aussi l'occasion de publier le travail sur lequel vous avez donc œuvré pendant 5 ans. C'est un travail sur un mémorial des déportés des Yvelines qui recense actuellement 1014 noms. Oui, c'est ça. En fait, pour le 70e anniversaire, je ne fais pas d'erreur, on avait convenu de revoir le mémorial de chaque département, qui est en fait une déclinaison départementale du mémorial national de la Fondation pour la déportation. Et donc, on a travaillé pendant 5 ans et on a retrouvé des noms de déportés sans distinction, que ce soit aussi bien déportés qu'on appelle résistants politiques n'ayant aucune connotation politique, ce sont les résistants qui étaient opposés au nazisme, ou bien de Tziganes, soit juifs. Et nous sommes partis environ de chiffres 600 noms il y a 5 ans, et nous en sommes même aujourd'hui à 1020, parce que depuis, je vous l'ai dit, on en a retrouvé. Je veux dire que c'est un peu comme une pelote de fil. Quand on commence à dérouler, on retrouve d'autres noms, etc. Les 2 critères étant, et il faut bien qu'on sache, les 2 critères, si je peux dire, pour le mettre dans le mémorial des Yvelines, étant, comme dans tous les départements, tous les départements de France le font, étant soit la naissance dans les Yvelines, soit l'arrestation dans les Yvelines. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des déportés qui vivaient à Versailles, mais qui ne sont pas à Versailles ou dans les Yvelines, mais qui ne sont pas nés dans les Yvelines, ou bien qui ont été arrêtés pour un tas de raisons en dehors, donc qui ne sont pas sur le mémorial, mais comme chaque département le fait, ils seront dans un autre mémorial, l'idée étant d'un mémorial national pour le retrouver.
Une dernière question, Voilà. le mot de la fin avec vous, Hervé Fleury, vous qui êtes fils, petit-fils de déportés. Pourquoi à l'heure où les derniers témoins disparaissent aussi peu à peu, il n'y a pas forcément ces derniers témoins de cette période, il faut continuer tout de même ce devoir de mémoire, continuer de se souvenir. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? C'est parce que nos parents et nos grands-parents nous ont montré leur amour de la France et se sont engagés pour qu'un jour nous retrouvions, je bafouille, c'est l'émotion, la liberté. Et cette liberté, ils l'ont payée très cher par la déportation en s'engageant aux côtés des Alliés pour libérer la France. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'amour du pays. Et la deuxième chose, c'est que nous devons travailler, toutes les associations et au sens vraiment très large du monde associatif, pour défendre la dignité de l'homme, parce que sans cesse, la dignité de l'homme est remise en cause. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe partout dans le monde. Donc nous, les enfants, nous sommes porteurs de cette espèce de mission de travailler pour la défense de la dignité de l'homme. Merci pour ce message et merci d'avoir été avec nous, Hervé Fleury et Viviane Boussier. Merci à vous. Merci, à bientôt. Alors que les transports s'organisent en ce moment pour une reprise progressive du trafic en vue du déconfinement, 50 ans en Yvelines encourage à la pratique du vélo pour ses déplacements au quotidien. Pour ce faire, l'agglomération a rouvert depuis ce lundi la vélostation située en gare SNCF à Montigny-le-Bretonneux. Tous les services reprennent, location, réparation de vélos et nouveaux abonnements. Il faut simplement prendre rendez-vous avant de se déplacer et pour éviter les déplacements inutiles, tous les abonnements en cours sont prolongés gratuitement. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Quelques images pour se quitter de cette distribution opérée par les Forains de France au centre hospitalier de Poissy. Ils ont remis hier quelques 1500 douceurs sucrées au personnel, pommes d'amour, crêpes, gaufres ou encore barbe à papa. Leur façon de remercier toutes les forces engagées dans la lutte contre le Covid-19. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.